Alors, je crois que tu as plein de questions. Ah bah, c'est oui des questions ou plutôt c'est des questions ou des doutes, je sais pas comment l'exprimer. En fait, vois-tu, par rapport à ma situation, c'est que je suis dans une situation pas forcément très flexible d'un point de vue vie privée, donc c'est pour ça que je me suis interrogé sur la question de pourquoi pas de euh, entrepreneur coopérateur et être freelance, ou comme tu l'as dit, entrepreneur salarié, dans le sens où je pourrais éventuellement suivre cette voie-là et être en full remote, ce qui a un avantage pour moi pour être un peu plus flexible, et de même dans la partie vie privée. Et aussi, au vu de la situation sanitaire, vaut mieux être en full remote. Je suis assez d'accord. Nous, on a passé tout le monde en remote il y a 2 semaines déjà. On Oui, sentait que c'était pas terrible puisqu'on est répartis de partout et on est trois à Saint-Étienne et deux parce qu'on a un stagiaire actuellement à Rennes. Et Saint-Étienne et Rennes sont des endroits où le virus circulait beaucoup depuis quelques temps. Et du coup, on s'est tous mis en remote avant le confinement. Enfin, on était déjà bien en remote, hmm. mais c'est juste que là, on a accéléré les choses. De toute façon, si j'ai bien compris, chez l'Hydra, vous êtes plus remote. Oui, on est plus remote. Néanmoins, quand tu accueilles un stagiaire, tu dois absolument l'avoir sous la Oui. tutelle physique. Donc ça nous a demandé des petits ajustements, mais du coup on a demandé l'autorisation à notre coopérative parce que c'est elle qui est légalement responsable. Et puis on a demandé aussi à l'école. Et puis de toute façon on encadre toujours ça par des réunions visio tous les jours. Et puis on a un chat interne pour discuter, donc il n'y a pas de problème. C'est juste qu'en fait, on joue avec la loi. Mais en effet, chez l'Hydra, on est très. En fait, on considère qu'on met en avant la liberté. Et du coup, la liberté du consultant, parce qu'on est tous des consultants indépendants, c'est aussi travailler où il veut. Donc, s'il veut travailler chez lui, il travaille chez lui. S'il veut travailler dans un coworking, il travaille dans un Hmm. coworking, etc. Donc ça, en effet, on l'explique à nos clients. Puis on explique aussi que souvent, on va pas chez eux, qu'on travaille pas chez eux. Pour d'autres raisons que la liberté de choix de là où on travaille. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai été longtemps prestataire en SS2I, maintenant ça s'appelle des ESN, mais j'allais Mhm. souvent chez les clients, et quand tu es prestataire chez un client, il voit plus la différence entre un salarié et toi. Et ça, quand tu es consultant indépendant, il faut absolument que tu sois pas le salarié de ton client. Faut vraiment pas. Les ESN, elles devraient pas le laisser faire, mais bon. Et du coup, quand tu es consultant indépendant, tu dois avoir une relation client-fournisseur. Et Oui. pour ça, le mieux, c'est de ne pas être tout le temps chez lui. Parce que si tu es tout le temps chez lui, il va plus vraiment voir la différence, puisqu'il te fournit le bureau, il te fournit souvent les machines, tu fais des horaires qui sont les siens, etc. Et donc, du fait, tu es comme un salarié. Donc il va plus vraiment te voir comme un client. Il va, il va avoir tendance aussi à ne plus écouter tes conseils comme un client. Alors que D'accord. tu es quand même là pour l'aider. Parce que sinon bah, il embaucherait quelqu'un. Il ferait pas appel à toi. Hmm. À condition que ce consultant ait quand même de l'expérience, j'imagine. Oui, mais t'as toujours une. Quand tu fais appel à un indépendant, tu vas toujours chercher quelque chose. C'est soit la liberté de pouvoir le virer, dit bassement, c'est souvent ça, soit la liberté d'avoir quelqu'un qui a des compétences que tu n'as pas. Même si cette personne elle a de faibles compétences, hein, elle a peut-être quelque chose que toi t'as pas dans ton équipe et que tu veux apprendre. D'accord. Je crois qu'on avait Et laissé des questions en suspens sur nos échanges de mails. oui, justement, là, je suis dessus. Par exemple, oui, donc du coup, tu m'avais conseillé de regarder ce que c'était, par exemple, Malte. J'ai pu voir la plateforme. Donc, du coup, lorsqu'on s'engage en tant que, si je peux dire, freelance junior, on peut aller
sur Malte et quand, enfin, comment dire, se créer une fiche pour dire voilà, je suis disponible on peut préciser, je ne sais plus si on peut préciser si on est junior. Oui, oui, de toute façon, je crois que tu précises tu peux le mettre dans ton intitulé aussi, hein. C'est vrai que moi je conseille pas trop d'aller sur les plateformes, mais quand on commence, ça peut être une bonne chose pour justement bah, déjà avoir quelques premiers clients pour récupérer des témoignages, parce que c'est les témoignages à terme qui vont t'aider à obtenir des clients. Et donc aller sur ces plateformes-là, que ce soit Malte, Upwork ou d'autres, ça peut être un bon début. Mais faut pas y rester longtemps, comme je t'ai dit. Même si t'es débutant, au bout de 2 ans, il faut partir de ces plateformes-là, parce que ça fait un peu catalogue et du coup le seul critère finalement c'est le prix et c'est pas bon Hmm. pour le business, on va dire. C'est pas bon pour le business de l'indépendant et puis c'est pas bon d'être comparé aux autres uniquement sur le critère du prix. Et oui, tu peux aller là-bas, mettre que t'es junior. De toute façon, on a une fiche, donc c'est assez facile de dire que t'es junior, soit dans le titre, soit dans la fiche. Et puis de toute façon, t'es un indépendant comme un autre. Après, c'est vrai que t'es plus jeune que d'autres, ou en tout cas, tu commences depuis moins longtemps que d'autres. Et Je fais partie des plus vieux de mon ancienne promo. t'as fait une reconversion, c'est ça? Oh, non, c'est juste que j'ai eu un parcours un peu, comment dire, un peu bizarre. J'avais commencé d'abord en 2007 par un CAP d'aide à la personne, après un bac pro sur 3 ans, un BTS sur 3 ans parce que j'ai eu un problème personnel pendant un an. J'ai travaillé pendant 6 mois sur Paris, après une alternance pendant un an sur Valence, mais j'ai trouvé une entreprise d'accueil sur Paris. C'est compliqué, Après, ça. ah oui, non mais attends, le plus compliqué c'était les 3 dernières années, c'est que j'ai été 3 ans chez Air France en alternance. Je travaillais sur le site d'Orly et moi j'avais mon école qui était à Cergy et j'habitais sur Cergy. Donc je te laisse imaginer, Cergy, Orly, ça te fait honnêtement, hein, porte à porte, ça me faisait 3 heures de transport. Quand même, oui, bah oui. C'est Ouais, et ça, j'ai fait ça pendant 3 ans. Donc c'est pour ça aussi que des fois, je me dis que le full remote, ça peut être bien pour commencer un peu en douceur pour moi, parce que je peux te dire qu'il y a des moments où je suis un peu tendu. Bah oui, c'est ça aussi. Et puis pendant ce temps-là que tu te déplaces, tu fais pas de la veille, tu te formes pas. Alors euh, si, justement, pendant que je me suis déplacé, j'ai essayé de suivre quelques formations ou d'avancer même dans mes cours ou dans des projets. mais c'est Enfin, plus c'était plus compliqué quand des même. projets. Comment? C'est plus compliqué quand même. Ah oui, c'est vraiment plus compliqué. C'est m'est déjà arrivé, par exemple, je travaille sur mon ordi et tout. J'ai raté une station. J'ai dû attendre une demi-heure, au moins une demi-heure pour prendre un train pour aller sur Orly, enfin sur Pont-de-Rungis, pour être précis. Eh ben, et ben du coup, vu que tu as plein de questions, je vais te laisser les poser et puis après on va pouvoir, je pense, discuter de plein d'autres choses. Oui, Est-ce que bah est-ce par que tu as exemple, des oui. questions liées au statut d'entrepreneur salarié ou Oxalis principalement au début? Euh, pour Oxalis, alors là où j'ai pas bien saisi en fait, ou c'est peut-être parce que il faut être dans le process pour savoir, c'est que voilà. On reverse en fait un certain pourcentage de notre chiffre d'affaires pour les services que Oxalis nous propose. Mais je ne sais pas combien c'est ce pourcentage. Oui, d'abord cette question-là, je ne sais pas Oui. ce que c'est que ce pourcentage. Alors, c'est pas calculé sur le chiffre d'affaires, c'est calculé sur. Il y a une formule de calcul pour avoir l'assiette en fait de calcul. Donc en Oui, gros, c'est ton chiffre d'affaires moins tes investissements, tes frais de déplacement et puis ta sous-traitance si tu as de la sous-traitance et puis d'autres petites choses. Ça donne un chiffre et puis on reverse en effet des pourcentages. Et ces pourcentages, ils sont calculés sous forme de paliers, comme les impôts. C'est-à-dire que si tu fais d'accord.
Si tu atteins un certain seuil, bah, tu passes par 1, 2, 3, 4 paliers. Et pour chaque palier, tu as des tranches de contribution à donner. Et cette contribution, en effet, elle sert à payer les services qu'on mutualise, puisque comme c'est une entreprise qu'on mutualise entre nous, eh ben, il faut bien payer les salariés, leurs locaux, tout ce dont ils se servent, leur voiture, parce qu'on a beaucoup d'accompagnateurs qui se déplacent aussi. Oui. Et puis d'autres petites choses, comme par exemple on a un fonds de soutien, c'est-à-dire que s'il y a des personnes qui ont des problèmes durant leur vie de coopérateur et qui par exemple, ils reviennent d'une longue maladie ou je ne sais quoi, ils peuvent faire appel au fonds de soutien pour les aider temporairement le temps qu'ils se remettent, par exemple. C'est-à-dire qu'on essaye d'aller un peu plus loin que le système de solidarité. Oui. Et puis, il y a des formations internes aussi qui sont financées. Il y a des participations à l'Assemblée Générale quand on se déplace. Là, c'est un peu particulier, mais avant, en tout cas, on se déplaçait. Et donc, tout ça, il faut le financer. Et donc, il y a la contribution qui participe à ce financement. Le pourcentage, je vais pas te le donner oralement parce que c'est compliqué, mais je vais t'envoyer un lien sur la page du site internet où c'est expliqué. D'accord. Ok. Très bien. Et grosso modo, en fait, quand tu vas faire, je sais pas si tu as eu une première ou une deuxième, ou même pas du tout, de rencontre, de réunion avec Oxalis, mais au début, quand tu présentes ton projet et que tu vas un peu plus dans le business model, vous faites ce qu'on appelle un prévisionnel. Donc c'est en gros, tu vas estimer tes dépenses et tu vas estimer tes rentrées. Et puis là, tu seras à même de savoir combien va te coûter la contribution à ce moment-là. Donc ça veut dire que ça demande quand même d'avoir des grosses compétences, je vais pas dire en management, mais plutôt en entrepreneuriat. Ça s'apprend, ça. Ça s'apprend. Au début, je nous vois un petit peu comme des indépendants qui apprennent à gérer une activité. Et Oxalis est là pour t'aider. C'est pour ça chaque personne a un accompagnateur. Et donc l'accompagnateur, il est là pour t'aider. Au début, il va t'aider à faire ça. Et puis après, tu apprends petit à petit. Ou alors, tu fais comme moi et t'achètes clairement des formations pour t'apprendre à gérer des boîtes. Est-ce que toi, tu as acheté des formations? Moi, pas là-dessus, mais par exemple sur du marketing, sur l'éducation financière, des trucs comme ça, j'achète pas mal de formations parce qu'en fait, typiquement, moi, quand j'étais salarié, j'étais déprimé du manque de formation que j'avais, et du coup, je me suis dit, je suis indépendant maintenant, j'alloue un certain chiffre en formation, et ce chiffre-là, il est assez énorme, je le consomme jamais d'ailleurs, puisque j'alloue 500 € par mois en formation. En me disant je vais me former en physique, sauf qu'en fait je m'aperçois que depuis 3-4 ans je suis beaucoup plus consommateur de formations en ligne. Donc moi j'achète des formations dans mon activité. Et du coup l'Hydra aussi en achète, donc ça nous permet d'être formés en plus entre nous. Et parce qu'on n'est pas, on n'est pas entrepreneur quand on commence, hein, on le devient. Donc c'est un petit chemin. D'ailleurs, je trouve que la plupart des entrepreneurs d'Oxalis n'ont pas vraiment de notion de... Tu vois, je parlais d'éducation financière, mais gérer la trésorerie, c'est une chose, mais avoir une éducation financière pour t'aider à mieux gérer ta vie aussi, c'est super important quand tu es entrepreneur, et ça manque dans Oxalis, il n'y a pas cette formation-là. Donc j'ai discuté avec des gens de la coopérative, et ils seraient intéressés pour que moi je leur en fasse un module en fait. Donc je pense que je vais travailler dessus pour les prochaines rentrées. En sachant que quand tu rentres dans Oxalis, il y a 2 séminaires. Le premier séminaire quand tu rentres, quand tu es CAP, donc contrat d'aide au projet d'entreprise, je pense qu'on te l'a expliqué ça. Non, je n'ai pas souvenir qu'on m'a expliqué. Donc ça, j'en parlais dans ma vidéo. Donc en fait, quand tu commences à travailler avec une CAE, donc une coopérative d'activité, tu signes un contrat commercial, qui est un contrat CAP, tu n'es pas encore salarié de la coopérative, tu es en partenariat commercial avec elle, donc elle a un contrat d'aide au projet d'entreprise avec toi, tu as le droit de facturer en son nom, tu as le droit de te rembourser tes frais sur le chiffre d'affaires que tu fais, mais tu n'as pas le droit de te salarier. Ce qui fait qu'en fait tout ton chiffre d'affaires, tout ce qui reste est stocké par la coopérative
jusqu'au moment où ton chiffre d'affaires est régulier, tu as un certain nombre de clients réguliers, et là c'est le moment de te salarier. Et là, tu deviens salarié. Mmh. Et donc, au moment où tu rentres dans la coopérative, il y a un séminaire d'accueil qui dure 2 jours. Ouais, c'est ça, 1 jour et demi. Et où on t'apprend plein de choses, la coopération, ce genre de choses. Et je pense que ce serait à ce moment-là qu'il y aurait besoin de faire un petit laïus sur l'éducation financière, qui va plus loin que juste savoir gérer ses comptes. Et il y a un deuxième séminaire d'accueil, c'est quand tu deviens salarié. Et là, tu as un autre séminaire sur ta fiche de paye, c'est quoi qu'il y a derrière, qu'est-ce que ça veut dire. Et puis il y a d'autres formations, c'est pareil, ça dure aussi 1 jour et demi, où en fait on est plusieurs, on est entre 10 et 15 souvent. Mmh. Mais c'est pas ce deuxième séminaire n'est pas la suite du premier? Bah si, mais les thématiques sont différentes parce que dans le premier, tu rentres, t'es pas salarié, t'es cap, donc tu dois apprendre à être entrepreneur, et dans le deuxième, tu dois apprendre à être salarié, et en plus, il y a une partie sur la coopération et sur le fait de devenir associé. Parce que D'accord. quand tu signes avec une CAE, il y a un objectif, et si à 3 ans, t'es pas devenu associé, et ben c'est qu'il y a soit un truc qui va pas dans ta vision coopérative, et du coup, t'es licencié de fait. Et on n'a pas le choix parce que la loi, elle est comme ça. En fait, pour être salarié entrepreneur, ou entrepreneur et salarié, en gros, pour avoir les protections sociales du salariat sans le lien de subordination, la Mmh. loi impose aux entrepreneurs salariés de posséder leur société, donc devenir associé. Ça paraît logique, hein, finalement, quand on le dit comme ça. Bien sûr. Si tu possèdes pas ta société, finalement, pourquoi est-ce que tu es entrepreneur et Bah, on est fait pour faire la politique alors. pour faire de la politique? Oui, parce que tu as des gens qui possèdent des entreprises, et qui n'ont pas mis, les pieds un jour là-dedans. Bah, c'est Ça me fait penser un peu, tu sais, à Luc Ferry, je crois que c'est ça. Je sais pas si tu te souviens de cette époque-là? Ouais, il a dit beaucoup de choses, Luc Ferry. Bah, en fait, c'était lorsqu'il était ministre, en fait, il était ministre et il avait un poste. Bon, c'était pas une entreprise, mais il avait un poste dans une fac et on a interrogé les étudiants. Les étudiants ont dit: «Ah mais non, on l'a jamais vu», alors que il était là depuis au moins 1 an et demi. Enfin, normalement, il était inscrit depuis 1 an et demi, mais il touchait quand même le salaire. Mais c'était un peu bizarre. Ah oui, en effet, c'est bizarre, oui. Bon, là, c'est pas vraiment le cas parce que Oui, l'objectif est différent, mais est-ce que du coup j'ai répondu à ta question sur parce que à l'origine c'était une question oui, bien sûr. sur la Bah, contribution? là-dessus, oui, là-dessus, ça du coup, ça me rassure un peu plus parce qu'en fait, Oxalis, c'est vraiment là pour t'accompagner sur, différentes démarches et essayer de mieux comprendre ce statut. Oui. Alors par contre, ce que ne fait pas Oxalis, ça je sais pas si on te l'a dit, c'est Oxalis ne fait pas couveuse d'entreprise. Ça veut dire qu'en fait, si vraiment tu es au tout début du démarrage du freelancing, on va pas Oui, pouvoir t'aider. Parce que Oxalis est une entreprise qui a très peu de subventions, on a moins de 1% de subventions, contrairement à plein d'accord. d'autres de coopératives d'activités qui ont plus de subventions et qui donc, elles, peuvent se permettre de faire la pépinière, en fait, de l'incubateur ou de la pépinière. Nous, on repose vraiment sur les entrepreneurs, en fait, c'est les entrepreneurs qui financent tout ça. Et du coup, ça nous a encouragé, en fait, il y a 5 ans maintenant, à avoir une stratégie d'accueil d'activités un peu plus robuste et un peu plus installée. Donc en gros, il est demandé d'avoir un chiffre d'affaires d'environ 20 000 euros pour pouvoir rentrer à Oxalis. Et, euh, et donc ça, pourquoi? Parce que ça limite le turnover. C'est-à-dire qu'on avait remarqué avant qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui rentraient et puis qui ressortaient au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, parce qu'ils n'arrivaient pas à générer leur chiffre d'affaires ou quoi. Et du coup, pour éviter le turnover trop important, parce que mine de rien, ça demande beaucoup de travail des accompagnateurs, et puis ça démotive aussi les gens qui sont à l'intérieur de la coopérative, parce qu'on voit des collègues rentrer puis sortir et tout.
Et, euh, et donc c'est pour ça que maintenant Oxalis se concentre plutôt sur les activités avec déjà un premier chiffre d'affaires pour les accompagner et les faire s'émanciper en fait. Ce qui fait que au début, le mieux souvent c'est tu commences en étant auto-entrepreneur et puis quand tu commences à vraiment voir que déjà que ce que tu penses ça fonctionne. Donc je te rassure, en informatique a priori on n'a pas trop de problèmes là-dessus. Mais je pense à d'autres activités qui sont un peu plus comment dire, qui sont un peu moins évidentes, on va dire, que de la prestation informatique. Et ben ça permet de tester le modèle. Et puis une fois que le modèle il est périn, pof, on rentre à Oxalis, on signe son cap, on retrouve encore de nouveaux clients et on assure encore son chiffre d'affaires jusqu'à monter au chiffre d'affaires où on peut se salarier correctement. Et puis après, ça dépend tout de ce que tu veux faire, parce que tu vois, typiquement, moi je suis plus dans une optique de freelancing, je suis plus dans une optique entrepreneuriale où on développe des services, comme tu as vu, on développe 2 services et puis on est en collectif, donc ce qui nous apporte une dimension encore différente. C'est-à-dire qu'au sein d'Oxalis, où déjà tu as un réseau, bah nous on a décidé de former un réseau et on espère pouvoir être rejoint par plein d'autres gens dans ce réseau-là. Et quand tu fais des démarches pour trouver des clients, faire du prospect, comment ça fonctionne? Est-ce que déjà tu peux dire comment tu procèdes? Bah oui, alors bah déjà moi j'ai une chaîne YouTube et un podcast, donc déjà ça aide parce que j'ai plein de gens qui me contactent sur LinkedIn, de fait, parce qu'ils me connaissent de plus en plus, puis ils voient ce que je fais, et sur LinkedIn bah, je discute avec eux, et puis quand je vois qu'en fait ils ont des besoins qui correspondent à ce que nous on fait chez l'Hydra, et ben on a un coup de fil et puis on discute de savoir si on peut les aider. Donc nous c'est ce qu'on fait, mais c'est parce que j'ai déjà une bonne visibilité aussi. Quand j'ai commencé, c'est pas ce que je faisais. Quand j'ai commencé, typiquement, j'épluchais les annonces. Donc j'ai sur Remix Job ou sur d'autres trucs. Et en fait, les annonces de personnes, enfin les annonces de job qui me plaisaient le plus. Donc là, je parle d'annonces de quelqu'un qui va recruter. Et ben j'y allais au culot. Et je leur disais, bah voilà, j'ai vu que vous cherchiez quelqu'un à recruter, mais est-ce que vous pouvez marcher avec des freelances? Moi je fais ça, ça, ça et ça, et je pense que vraiment on peut travailler ensemble. Et des fois ça marche. Parce que les gens ont du mal à recruter quelqu'un. Donc des fois ça marche, ça c'est la première piste, et la deuxième piste c'est en effet les plateformes. Et depuis quelques temps j'ai vu, il y a LinkedIn aussi qui met en place, il y a un onglet emploi avec tu peux chercher aussi s'il y a des gens qui cherchent des freelances. Et il y a un truc par contre, j'ai jamais réussi à avoir des missions avec, c'est les SS2I ou les ESN. Bizarrement, c'est elles qui me prennent le plus de temps en prospection parce qu'ils me contactent et tout, ils veulent toujours discuter, mais ça mène nulle part. Donc moi là, j'ai tendance à arrêter de discuter avec les ESN parce que juste ils cherchent à discuter, à te mettre dans leur catalogue, mais en fait ils t'aident pas au final. C'est juste s'il y a quelque chose qui correspond à ton profil mais qu'ils ont personne, bah ils vont faire appel à toi. Donc c'est un peu compliqué. Et le dernier point qui peut peut-être t'intéresser toi, parce que toi t'es développeur alors que moi j'étais administrateur système, donc c'est un peu compliqué. Déjà moi je profitais du fait d'être administrateur système freelance, il y en a vraiment pas beaucoup, donc ça me donnait déjà un avantage concurrentiel par rapport à plein de gens. Mais même en tant que développeur, il y a le côté aller voir les agences web ou ce genre de choses, qui ont forcément des besoins. Parce que... et pareil, comme tu dis, au culot, tu envoies juste un message, bonjour, j'existe, si vous avez besoin d'un coup de main, non, je fais pas ça par contre. Quand je vais au culot, je me suis renseigné sur la boîte déjà, c'est quoi sa philosophie, est-ce qu'elle me plaît? Oui, bien sûr. Est-ce qu'ils ont déjà publié des offres d'emploi qui correspondent à ce que je fais?
et voire même est-ce que ça fait longtemps qu'ils publient ces offres d'emploi, parce que si ça fait plus de 6 mois, il y a moyen que ça fonctionne. Mais en gros, j'envoyais pas comme ça, je contactais pas n'importe quelle entreprise. Ou alors aussi suite à, par exemple, si je peux dire comme ça, une espèce d'enquête sur cette entreprise, tu peux envoyer une candidature et même s'ils en publient pas depuis un certain temps, tu peux leur proposer des nouvelles idées. Par exemple, voilà, tu sais ils recrutent des devs, des administrateurs système, des personnes en cybersécurité. Mais peut-être que tu as le sentiment que, je sais pas, au travers d'articles ou d'articles de blog chez eux, peut-être que tu sens pas une certaine démarche comme DevOps ou DevSecOps. Peut-être que là, ils seraient peut-être intéressés d'avoir ce genre de profil avant même qu'ils publient une annonce genre, voilà, on a besoin d'un d'un DevSecOps. Bah, ça peut arriver, hein. Après, du coup, c'est quand même beaucoup de chance de pouvoir faire ça. Ou alors, t'as le flair qui t'aide. Oui, Euh, c'est ça. Sinon, il y a le dernier truc aussi, mais j'ai tendance à les fuir maintenant, c'est les startups. Ah oui? Ouais, bah les startups, elles recrutent beaucoup de développeurs, elles recrutaient des administrateurs système. Alors moi, j'intervenais plutôt au moment où elles commençaient à avoir beaucoup de visibilité et donc beaucoup de clients. Souvent, Mhm. elles utilisent les plateformes as a service, donc elles n'ont pas besoin de moi. Mais en tout cas, quand t'es dev, les startups, elles en ont besoin. Le problème, c'est qu'elles n'ont pas de sous. Mhm. Et que moi, j'en ai quelques-unes qui m'ont planté. Donc maintenant, je fais plus startup, c'est fini. Mais quand tu commences, ça peut être intéressant parce que tu peux avoir des témoignages, et j'en reviens aux témoignages, c'est super important. Si tu travailles avec quelqu'un, si ça se passe bien, tu lui demandes un témoignage, et comme ça, tu peux le mettre en avant sur ton profil LinkedIn ou sur ton site, par exemple. Et les témoignages vont encourager d'autres prospects à venir vers toi. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, oui. Donc, du coup, au final, bon, bien sûr, ça te plaît, mais en fait, tu arrives à trouver des clients grâce justement à tes podcasts, à l'image en fait de l'Hydra. Mais c'est surtout que on sent que tu es très actif sur l'Hydra, sur tes podcasts et aussi sur les compagnons du DevOps. Oui, bah clairement, les compagnons de DevOps, je les crée aussi pour ça. Parce que dans ma stratégie, il y a de la stratégie de vente de formation, et puis il y a la stratégie de transmission aussi. C'est pas juste vendre pour vendre, hein, mais tu vois, j'avais une envie de transmettre ce que j'ai appris pendant des années. Et Oui. quoi de mieux que les formations finalement. Et les formations en ligne, c'est une manière déjà de s'émanciper et de décorréler le temps de travail de ton chiffre d'affaires. Donc ça, c'est un truc que je recherche aussi. Parce que les formations présentielles, ben, tu peux pas faire plus. Tu Mhm. travailles pendant 2 jours, mais finalement, t'as tes 4 ou 5 personnes, et puis pas plus. Ta formation en ligne, tu la crées une fois, tu la vends 10, 20, 30, 40 fois. Tu peux la mettre à jour aussi, ça c'est bien. Ceux qui l'ont déjà suivi, bah, ils peuvent profiter des mises à jour, ça c'est encore mieux. Et du coup, je me suis dit, alors les compagnons, il y a deux choses. Il y a le fait que déjà ça n'existait pas. Euh, Mhm. Moi, je suis pas parisien, donc si tu veux, les meet-up ou quoi, il y en a pas tous les 5 matins. Donc C'est ça. voilà, donc moi j'avais besoin de discuter, donc je me suis dit, bah voilà, bah, si personne l'a fait, je vais le faire. Et puis, bah, il y a eu ça, après il y a eu le podcast, il y a eu les vidéos, et ça fait partie de ma stratégie de justement mettre en place des formations et de les vendre pour pouvoir assurer une partie de mon chiffre d'affaires qui soit des formations. Mais du coup, si je peux dire, c'est du temps personnel enfin, ça dépend de ton temps personnel. Bah là, je fais plus de prestations à 100% pour des clients, et en fait, j'investis une partie de mon chiffre d'affaires de l'an dernier sur le temps de Oui. création de ces podcasts-là.
Donc c'est du temps et personnel parce que je le fais en partie le week-end et pro parce que je le fais aussi pendant mes heures de boulot. Là, tu vois, typiquement, c'est du temps de travail là. Pour moi, j'ai commencé le temps de travail. Mais si j'avais pas eu un bon chiffre d'affaires l'an dernier, j'aurais jamais pu pouvoir lancer comme ça les podcasts et les vidéos autant que cette année. Mhm. Donc, Bien sûr. et donc ça me permet d'investir. Et puis, euh, et puis comme en plus j'ai et les formations et le service en ligne Frogit qui finalement qui sont proches, tous les deux profitent de cette image que j'ai. Mhm. Mais ça, c'est pour le coup, c'est une vision d'entrepreneur, c'est plus une vision de freelance. Mais si t'es D'accord. freelance, que t'as un blog par exemple, je sais qu'il y a plein de freelances qui tiennent des blogs. Quand les gens tombent dessus, ça montre ton expertise et ça peut être une bonne chose aussi. Oui, moi je pensais par exemple personnellement de me faire à l'époque on appelait ça un portfolio, mais c'est plus pour toi un site qui me met en avant et aussi faire une section blog où j'explique ma façon d'apprendre, des retours que j'ai eus par exemple sur des méthodes. Mais voilà, je ne sais pas encore si c'est très utile, mais voilà, c'est juste une façon de partager des expériences, des envies une envie de partager mon expérience et donner vraiment un avis. Alors, ce sera de toute façon utile pour toi parce que j'ai remarqué un truc en accueillant un alternant et encore plus en faisant mes vidéos et mon podcast. Oui, Parce que j'ai un alternant depuis 2 ans et demi maintenant. Et en fait, quand tu d'accord. transmets des connaissances, elles s'ancrent encore plus en toi. Le fait d'apprendre, c'est à la fois d'apprendre quelque chose que tu connaissais pas, mais de le transmettre aussi. Et en fait, quand tu fais passeur, ça, tu les ancres vraiment. Donc c'est pour Oui, ça. Et puis quand tu crées moi tu vois, j'ai fait des épisodes de podcast, notamment sur le GitOps à l'époque. C'est un truc que je connaissais pas trop. Du coup, je me suis renseigné, j'ai vu que ça intéressait les gens pour savoir comment ça marchait. Et puis ça m'a plu. Donc j'ai fini par tester le GitOps et maintenant on essaye d'en faire de plus en plus chez nous. Donc ça peut d'accord, t'amener aussi à travailler des sujets que tu connais pas. c'est vrai. D'ailleurs, j'ai entendu la première fois le terme GitOps juste en écoutant ton podcast là-dessus. Ah bah tant mieux alors. Mais le DevOps en fait est pas très connu en France finalement quand on y regarde bien. Et puis même je m'aperçois même des pratiques que moi je fais depuis 5 ans, il y a des gens qui les connaissent même pas en fait. Donc Ah oui? oui, oui. En fait, quand tu évolues dans un écosystème de start-up, comme j'ai beaucoup évolué avec des freelances développeurs, et ben du coup t'es poussé en avant vers des technologies de pointe qui viennent des États-Unis. Mais en fait, dès que tu te retournes et que tu vas regarder les PME ou les grands groupes, comment ils fonctionnent, eh ben ils sont pas à ce niveau-là de compétences. Et du fait, on a tendance à croire qu'en fait, bah non, c'est normal, mais en fait, non, on est en avance. Si tu fais du test drive development ou des trucs comme ça, il y a plein de développeurs, par exemple, qui le font pas. Si tu utilises Git, il y a une partie des développeurs, de moins en moins maintenant, mais qui l'utilisent pas. Enfin, il y a plein de choses comme ça, on peut se dire que c'est normal et évident, mais c'est pas si évident que ça en fait. En tout cas, tu me parles pour la France. Pour la France, oui, mais comme moi je m'adresse à des francophones, en plus, Oui, je sais que même en Afrique, il y a pas mal de gens qui nous écoutent, et pareil, là-bas, il y a des besoins d'apprentissage aussi. mhm, Donc en fait, la francophonie est assez énorme. On a tendance à l'oublier et à se focaliser sur. Je sais que par exemple, il y a plein de mes collègues qui écrivent des articles de blog en anglais. Bon, moi, mon niveau d'anglais me permet pas de faire ça, mais en plus, je trouve qu'on manque tellement de littérature francophone sur les sujets tech que c'est dommage de pas le faire en fait. entièrement d'accord. Donc du coup, podcast, article de blog en français. Parce que bah, y a pas, bah, déjà, il n'y a pas beaucoup de choses. Il n'y a pas Mhm. beaucoup de vidéastes qui font ça finalement. Quand tu regardes par rapport aux Anglais, il y en a pléthore. Donc, Alors que nous, bah oui. nous, pas tellement. Nous, Nous, on pas attend tellement. juste la traduction des livres qui,
qui sont dans les tops sur Amazon. Et oui, bah, et si on attend, bah, on risque d'attendre longtemps, alors faut le faire nous. Oui, c'est ça. Et, non, mais là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi. Et d'accord, donc ce qui me rassure, c'est qu'au au final, je vais pas dire que c'est pas compliqué, mais c'est de trouver comment dire, des clients, mais c'est juste une question j'avais le mot sur la langue. C'est juste, voilà, on essaye de se mettre en avant, par exemple, sur LinkedIn. On commence avec la plateforme Malte. On se renseigne sur les différentes entreprises, informatiques ou non, et proposer, enfin, quand je dis, enfin, plutôt informatique, et proposer nos services. Oui. Et sur LinkedIn, c'est un, c'est un réseau qui est sous-utilisé. Donc si tu crées du contenu, genre si tu fais un bon post toutes les semaines, même que écrit, hein, un bon post toutes les Mm. semaines, ça peut t'apporter une visibilité. Mais il faut trouver un sujet à aborder toutes les semaines régulièrement. Du coup, c'est vachement bien. Et puis surtout, moi, je me permets de rentrer en contact avec les gens directement. Oui, Je sais pas si c'est encore possible, mais comme j'ai un gros réseau. Du coup, je pense que LinkedIn il me freine moins que si j'avais trois quatre personnes dans mon réseau. Mais en tout cas, moi, je peux contacter les gens, je peux les ajouter et rajouter une petite note. Parce que si tu les ajoutes sans mettre de note, eh ben, déjà, ils vont pas faire attention. Alors que si tu mets une note, on est tellement peu bien nombreux sûr. à le faire que les personnes vont regarder. Ah tiens, il m'a laissé un petit mot. Je vais regarder ce qu'il me dit. Alors la note, c'est trois quatre phrases, hein, pas plus, mais ça permet de rentrer en contact avec des gens comme ça, puis d'engager la conversation après quand ils répondent. Et puis il y a les commentaires aussi. Tu Bah, peux commenter des sujets qui t'intéressent avec des personnes, par exemple, qui pourraient être des clients. oui. Bah, Mm. c'est m'est déjà arrivé, c'était quand? C'était il y a 3 ans, peut-être 4 ans. J'utilisais très régulièrement LinkedIn. À l'époque, j'étais un peu plus actif sur Viadeo, mais là, je ne l'utilise pas du tout. Mais à l'époque, j'écrivais des choses. Par exemple, voilà, je suis à la recherche d'un emploi, j'ai certaines compétences là-dedans. J'ai réalisé tel projet, bon, dans un cadre scolaire, mais en détaillant un petit peu. Où, enfin, j'ai réussi à me mettre en avant. C'est plus ce que je disais. J'ai réussi à me mettre en avant à tel point que je recevais quand même pas mal de réponses, d'invitations dans mon groupe, si je peux dire. Et on s'échangeait, on essayait de comprendre quelle était réellement ma situation, qu'est-ce que je demandais. À l'époque, c'était de trouver une alternance. Il y a des gens qui m'ont dit oui, il n'y a pas de souci, on va prendre votre CV. D'autres qui m'ont dit désolé, on n'est pas encore à la recherche, mais n'hésitez pas à nous recontacter par la suite. Bah Ce là, qui était quand même pas mal. là, faut faire quelque chose qui est proche de ça, mais à l'inverse, c'est-à-dire que dans ce que tu me décris, c'est eux qui cherchaient à t'aider, mais là, il faut faire l'inverse, c'est toi qui dois aider tes clients. Donc du coup, dans tes prospects, il va falloir que tu les écoutes, que tu cherches à savoir comment est-ce que tu peux les aider et si tu peux les aider, parce que y a rien de pire que si tu arrives à obtenir un client, Mm. mais qu'en fait tu t'aperçois que t'es pas le bon prestataire pour l'aider. Et donc c'est la même méthode en fait. Tu publies des choses, puis après tu discutes avec eux, mais sauf que c'est toi qui vas chercher à les aider, donc faut les écouter, faut leur Oui, poser des questions et ce genre de choses. Et bah ça peut aller vite comme ça. L'objectif étant à chaque fois de les attirer à faire quelque chose. Donc au début, c'est les attirer à rentrer dans ton réseau. Après, c'est les attirer à répondre à tes questions. Et après, si tu penses que tu peux les aider, c'est les attirer à t'appeler ou que toi tu puisses les appeler. Et après, une fois que tu d'accord. les appelles, vous discutez de savoir si ils ont vraiment, enfin, ce qu'ils cherchent, parce il y a tout un tas d'entreprises qui cherchent à être aidées, mais qui trouvent pas forcément la bonne personne. Et là, faut que tu vois toi ce que tu es capable d'apporter à tes clients. Mhm. Et ça peut être soit une compétence tech, soit encore mieux une compétence annexe à la tech que tu peux transformer en compétence, enfin que tu vois, par exemple.
Si tu es un développeur qui arrive à très bien comprendre les problèmes d'un client, sans forcément parler tech, mais qu'après, tu arrives à transformer ça en langage informatique, t'es le roi du pétrole, je pense. Tu vois Oui, ce que je veux dire? oui, je vois parfaitement ce que tu veux dire. C'est arriver à C'est un comprendre. peu enfin, un peu la situation que j'ai rencontrée quand j'étais en alternance à Air France, où on avait une problématique. On pouvait avoir une solution tech, mais on n'avait pas comment dire, on pouvait pas l'atteindre. C'était d'autres services qui pouvaient l'avoir. Et donc, du coup, j'ai dû essayer de trouver une autre solution. Donc, du coup, j'ai pu répondre à, à cette demande différemment. Alors je vois que le D'accord. temps passe. Est-ce que tu as d'autres questions sur Oxalis? Alors, juste éventuellement, est-ce que peut-être toi, personnellement, dans tes débuts, ou si tu connais des personnes qui étaient en freelance junior, que ce soit chez Oxalis ou non, quelles étaient là où les premières difficultés rencontrées? Bah moi j'étais junior hein, quand j'ai commencé. Donc je peux te dire, les premières difficultés rencontrées, c'était arriver à trouver le client qui me convenait. Parce que moi je voulais pas aller chez les clients, je voulais pas faire du sur site. J'en Oui. avais fait trop et j'ai expliqué pourquoi. Donc c'est la première difficulté, ça a été d'arriver au début à expliquer le pourquoi est-ce que je faisais pas ça, donc à roder mon, mon langage et mes explications pour qu'ils vraiment comprennent. Maintenant j'y arrive. Mhm. Et donc ça a été la première difficulté, c'est à trouver le bon client. Pas trouver un client, mais à trouver le bon client. Et la deuxième difficulté, c'est du coup c'est te forcer à ne pas accepter le premier client qui te demande un rabais sur tes prix. C'est-à-dire que je sais pas dans quelle situation tu es, mais quand tu es freelance, si tu es pris à la gorge, c'est la pire des solutions, c'est la pire des situations parce que tu vas avoir tendance à accepter des contrats souvent à un prix qui est inférieur au tien. Et si tu fais ça, le problème c'est que si tu as un autre prospect qui arrive et avec qui en fait c'est le bon prix et ça aurait été parfait, et bah tu peux pas y aller parce que tu es déjà engagé avec le premier client. Donc c'est toujours accepter un client qui a ton prix et ne jamais Oui. baisser tes prix. D'accord. Tu peux faire des remises commerciales, hein. C'est-à-dire que tu peux avoir un prix sur lequel tu peux faire des remises commerciales. Le sujet étant, à un moment donné, en dessous d'un certain seuil, si tu descends, eh ben, t'es perdant, en fait. Et donc, faut se connaître ce seuil-là et jamais descendre en dessous. Je sais pas si c'est clair ou si c'est... Bah, si, je vois, c'est juste, j'ai l'impression que il faut avoir un peu plus d'expérience là-dedans pour s'en rendre compte. Bah oui, au début, oui. En fait, moi, j'ai mis du temps à être freelance, ce qui fait qu'en fait, j'ai beaucoup réfléchi pendant un an avant. Donc Ah oui. je savais déjà en fait le prix en dessous duquel je pourrais pas descendre. Par exemple, je me suis dit, bah voilà, je dépense tant par mois, c'est donc ce salaire-là qu'il me faut. Pour obtenir ce salaire-là, il me faut tant de chiffre d'affaires. Et donc, comme je sais qu'on peut pas vendre plus que 12 jours par mois, euh, du coup, j'ai pu mettre le prix le plus bas en fait auquel je pouvais me vendre. Et en dessous de ce Hmm. prix-là, bah, j'acceptais jamais en fait. Si les gens me disaient oui, mais tu peux faire un effort et tout, t'as pas de charge, etc. Je dis bah non, en fait, je peux pas descendre en dessous de ce prix-là. Si vous voulez quelqu'un moins cher, ben faut trouver quelqu'un d'autre. D'accord. Et donc c'est comme ça que j'ai fait en fait pour définir mon prix. J'ai pas regardé les autres prix du marché, j'ai regardé ce dont j'avais besoin. Bien sûr, après j'ai regardé les prix du marché pour voir si ça pouvait coller, hein. Euh, et puis ça collait, ça tombe bien, donc ça collait. Mais au moins ça me donnait une indication en dessous duquel je pouvais pas descendre. Mais moi j'avais l'avantage d'être en cap, donc et d'être au chômage, ce qui fait que pendant 2 ans j'ai touché le chômage. Donc j'ai pu monter comme ça, j'ai pu avoir plein de clients pendant que j'étais au chômage et du coup j'étais pas pris à la gorge en fait. Hmm. Donc
Le plus compliqué, c'est quand t'es pris à la gorge, si jamais t'as plus de revenus ou que t'as une absence de revenus, là, ça devient compliqué. Oui, bien sûr. Et on sait tous que c'est un peu compliqué, ce genre de situation. Ouais, surtout en ce moment, c'est de pire en pire. Oui. D'accord. Ok, bon, bah, ça me rassure tout ça. Ben oui, c'est pas... en fait, on apprend tous les jours. Donc, Bien quand sûr. on commence au début, ça peut paraître intimidant, mais le plus compliqué, en fait, pour toi, ça va être d'apprendre à trouver des clients. C'est le plus compliqué au début. C'est pour ça que je te dis, les plateformes, c'est bien, parce que du coup, il y a une partie, en fait, du travail qui est fait, parce que les gens qui sont là, ils cherchent des prestataires, et les prestataires qui sont là, ils cherchent des clients. Néanmoins, comme je te dis, faut pas y rester longtemps, parce que c'est un catalogue de prix, et si tu veux t'en Mm. sortir à un moment donné, faut sortir du catalogue de prix, quoi. Mm. Mais Au ni- au début, pour 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est bien. Pourquoi pas? Je verrai ce que ça va donner par la suite. Je me suis fixé un objectif, allez, fin novembre, et après je vais voir ce que ça va donner, soit si je vais me lancer dans le freelance ou pas. Je vais voir. Et tu Et peux faire, aussi pour... tu peux faire les deux, hein. Tu peux faire du freelancing à mi ou quart temps. Je sais pas quelle est ta situation, mais tu peux faire 1 ou 2 jours par. C'est super dur, hein, en étant junior, de trouver des trucs à 2 jours par semaine, hein. Je te le cache pas. Après, il faut que je me renseigne un peu plus de ce côté-là, sur combien de temps on est pris, parce que tu avais justement, t'avais dit que on pouvait être junior pendant... Enfin, être... Enfin, avoir un client pendant au maximum 12-13 jours par mois, mais après pas plus, parce que c'est très compliqué de Alors, négocier sur plus de 30. non, c'est pas. En fait, c'est pas vraiment ce que je dis quand je dis qu'on peut Ah, pas vendre pardon. plus de 12 jours. C'est que c'est une moyenne. La moyenne, en fait, quand t'es salarié, tu travailles 18 jours et demi par mois. Mhm. Sur ces 18 jours et demi, si tu veux être freelance et avoir des vacances, bah, tu te bases sur 18 jours et demi, sauf que dans tes 18 jours et demi par mois, il faut que tu fasses une partie d'administratif, une partie de prospection, parce que c'est pas parce que t'es chez un client que tu dois abandonner ta prospection pour pas trouver des clients pour quand t'auras fini, tu vois. Parce Mhm. que si t'attends d'avoir fini ta mission chez un premier client pour en chercher un nouveau, bah ça va être long. Donc il y a ça, il y a la veille, faut te former. Donc si tu te formes une demi-journée par mois ou une journée par mois ou une journée tous les 2 mois, bah, ça prend du temps. Il y a plein d'autres trucs, il y a plein d'impondérables. C'est pour ça que la plupart des freelances, ils savent que entre 12 et 15 jours, enfin au-delà de 15 jours, c'est impossible. Euh, en fait, dans ton prévisionnel, tu peux pas prévoir d'avoir plus de 15 jours de production, c'est-à-dire 15 jours vendus à un client. Mais par contre, tu peux décrocher des missions de 6, 20, 30 mois. Bon, c'est un peu beaucoup 30 mois, mais tu peux décrocher des grosses missions. Et pendant ces Mhm. missions-là, tu peux, pendant des mois, travailler pendant 18 jours, 20 jours, puis après faire 10 jours parce que tu prends des vacances. Mais du coup, la moyenne va être à 12 ou 15 jours. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est que chaque mois, il va falloir bah, déjà que tu factures ton client, que tu fasses des choses. Et toutes ces petites choses-là, il faut quand même les mettre. Parce que si tu te mets à vendre 20 jours par mois à ton client, tu n'auras pas de vacances, tu vas devoir faire ton administratif les week-ends, et puis au bout d'un moment, bah, tu vas faire un burn-out parce que tu vas travailler tout le temps. Donc c'est pour ça que je disais que tu peux pas vendre plus de 12 jours par mois, c'est une moyenne, hein. C'est Mhm. ce qui fait 140, je crois, 144 jours par an, si je me trompe pas. Mhm. Je crois que c'est à peu près ça. Parce que, en fait, tu as du travail à faire en dehors de chez tes clients, enfin en dehors de tes missions. Non, mais c'est ça. Donc c'est entre 12 et 15. Quand tu as l'habitude, vraiment, ça atteint les 15 jours, mais quand t'as pas l'habitude de prospecter ou de faire quoi que ce soit, tu prends plus de temps, donc c'est pour ça que je dis 12 jours. Mais... Mais du coup, quand tu es en freelance, je ne sais pas si c'est un rapport avec Oxalis, mais tu peux avoir un genre d'accompagnement
soit chez Oxalis, soit chez ton client, ou pas du tout. Ça dépend si tu parles d'accompagnement tech ou pas. Je parle d'accompagnement tech. Alors, chez Oxalis, non, parce que y a pas ça. Alors, on a ce qu'on appelle un groupe métier. Donc, c'est des gens de l'informatique qui sont regroupés. Sauf que le groupe métier, il marche mal parce que les personnes qui doivent l'animer, c'est Thomas et moi. Et Thomas et moi qui sommes à la D'accord. tête de l'Hydra, bah, on n'a pas le temps en fait de faire autre chose. Il faudrait que d'autres personnes en fait, on faudrait qu'on passe la main et puis ben, qu'on l'anime. Et puis on est trop peu nombreux en fait dans la tech au sein de d'Oxalis Hmm. pour pouvoir faire ça. Donc ça veut dire qu'il faut trouver d'autres réseaux. Donc moi je suis inscrit à quelques chats. J'ai monté les compagnons de DevOps exprès pour ça aussi. Mais du coup, j'ai quelques chats. Si ça t'intéresse, je pourrais te conseiller quelques chats craft, par exemple, de Ouais. développeurs. Il y a beaucoup de développeurs dans un de ceux auxquels je pense. Et puis, bah, faut trouver les réseaux qui vont à part. Ça, c'est vrai que Oxalis a pas ça. Par contre, quand t'es à Oxalis, t'as accès au budget de formation. Parce que comme on est salarié, il y a une partie de nos salaires qui sont reversés à des organismes qui favorisent la formation. Et chaque année, Oxalis a un budget global alloué à la formation où tu peux demander une partie du paiement des formations et Oxalis peut payer jusqu'à 75% d'une formation. S'il reste des budgets. Donc ça peut être intéressant aussi pour avoir des formations un peu plus costaudes que les petites formations en ligne qu'on peut acheter régulièrement. D'accord. Mais moi, je suis assez fan des formations en ligne parce que ça me permet de les consommer un peu quand je veux. Et puis surtout, si j'ai besoin de plus, bah, ça veut dire qu'il va falloir que je prenne une vraie formation avec quelqu'un. Donc là, je regarderai s'il y a une vraie formation. Mais comme ça me permet de commencer. Hmm. Oui, pareillement, je suis plutôt fan de ce genre de modèle de formation et comme tu l'as dit, bah, c'est souvent ces avantages-là. C'est-à-dire que tu peux prendre le temps et si tu as besoin de revenir en arrière sur certains points, tu le peux. Et Oui, d'ailleurs, pour ceux qui vont nous écouter sur, sur YouTube, pardon, en fait, je suis pas vraiment en fait totalement développeur, même si j'ai suivi une année de formation de ce côté-là. J'ai plutôt un profil orienté administration système. Et comme j'ai dit sur le forum des compagnons du DevOps, c'est juste que moi j'étais plus attiré sur le mouvement DevOps et sur l'entraide. Et donc du coup, je veux travailler plutôt parce que je suis beaucoup plus intéressé par ça, par le développement. Donc c'est pour ça que je cherche souvent développeurs PHP ou full stack, enfin développeur Symfony ou Laravel avec des compétences DevOps. oui, comme ça tu peux gérer l'intégration continue par exemple. Par exemple, ou comprendre en fait, enfin, franchement, honnêtement, enfin, comprendre aussi comment fonctionne l'automatisation pour aider des gens en Ops, c'est très important parce que quand j'étais en alternance, ma mission c'était d'automatiser la destruction des environnements. Donc, par exemple, une application Toto qui est en dev, recette, cal, prod. On pouvait nous demander soit la désinstallation totale, soit partielle. Mais le problème, c'est que des fois, c'est des projets qui sont des projets legacy, des très vieux projets. Et des fois, on n'a pas forcément enfin, on connaît pas le process de comment on détruit cet environnement applicatif. Parce que tu as beaucoup plusieurs conditions, tu as plusieurs technos, tu connais pas, enfin, on n'a pas cette connaissance de techno. Et moi, j'imagine bien qu'un jour, on puisse enfin donner la main au dev de définir, par exemple, soit l'un, soit l'autre, ou les deux, de comment on déploie l'application, avec, par exemple, l'intermédiaire d'Ansible, ils écrivent un playbook là-dessus, soit écrire comment on détruit et faire une validation par des ops pour comprendre, enfin pour qu'il y ait un échange, pour savoir, OK, on peut vous déployer ça, vous pouvez détruire ça, non, vous pouvez pas détruire ça parce que c'est déjà utilisé par une autre Hmm. appli. Ouais, Moi, je vois bien ça un jour. peut-être.
Moi, je pense quand même que que les compétences de développeur et les compétences d'ops sont assez éloignées pour pouvoir faire les deux correctement. Mais ça, c'est mon profond Bien sûr, sentiment. non, là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi, mais c'est pas vraiment pas demander à un Ops de faire du 100% de dev et un dev de faire 100% Ops. C'est de toucher un peu sur les mêmes technos et de se dialoguer et de comprendre. Enfin, moi, c'est ma vision. J'ai pas assez de recul sur le sujet, par exemple par rapport à toi, mais je pense que enfin, ce genre d'organisation, ça peut marcher, je le pense. Bah, je pense aussi. Eh ben, écoute, de toute façon, on va rester en contact par un message. Et Bien puis, sûr. si tu as besoin qu'on rediscute un peu plus profondément de statut ou autre, mais de toute façon, c'est en faisant que tu verras si tu arrives à trouver des clients. C'est la Bien sûr. meilleure solution. Et, et en plus, je pense pas que ça coûte quelque chose au final. Bah, ça va te coûter du temps, c'est tout. Voilà, c'est ça. Donc Voilà, c'est juste le temps. du temps, et puis du temps, on en a pour l'instant. C'est ça. Et en plus, on a le temps d'aller sur LinkedIn ou sur d'autres plateformes pour chercher des clients. Exactement. Il faut en profiter. Il faut profiter de ce mois de reconfinement. Voilà. Bah, moi, j'en profite pour faire de la formation. Eh ben, forme-toi bien, écoute. Moi, je vois qu'il est 14h30, je pense qu'on va se laisser parce que Oui, j'ai un deuxième rendez-vous. Je te et je vais remercie te d'avoir laisser. avancé le rendez-vous, du coup. Ça m'arrange. Bah, je t'en prie, c'est surtout merci beaucoup à toi de me répondre à mes questions, de prendre un peu de temps. Et ça, pour moi, je trouve ça énorme. Bah, écoute, de rien. Et puis, bah, tu verras la vidéo sur la future chaîne que je vais créer exprès pour ça parce que je vais pas tout Ah, mélanger. ce sera une autre chaîne, ce sera pas sur ta chaîne. Non, parce que sur l'autre chaîne, j'ai plutôt parlé d'entrepreneuriat et de statut d'entrepreneur salarié, je vais pas tout mélanger en fait. Hmm. J'ai peur sinon de perdre les gens, déjà que je les perds avec la culture du cloud et, euh, et les podcasts. J'ai remarqué qu'ils étaient un peu perdus, donc si je rajoute l'entrepreneuriat au milieu, je pense que je vais perdre les gens. Mais par contre, je ferai des liens entre les deux, t'inquiète. Non, mais pas de souci. Et puis bon, comme ça, au moins, ce sera bien séparé, je pense. C'est pas gênant d'avoir plusieurs chaînes en plus. Non. Eh bien, Voire même, écoute, ça peut être je bénéfique. te souhaite une bonne après-midi, une bonne Bah, merci. formation, Merci beaucoup. Bah, pareillement, hein, passe une bonne après-midi. et puis à bientôt sur le forum alors. Exactement. À bientôt sur le forum ou d'autres réseaux. Allez, ciao, Ciao. Merci beaucoup. de rien.